Eh bien, vous êtes dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr et la bande AJM et ces experts automoto qui sont maintenant réputés dans toute la Martinique, dans toutes les Antilles, dans toute la métropole et maintenant dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est grâce à Éléonore et Clara en fait, hein, parce que nous on est un peu en retrait. Non mais sérieux. Bah, sympa pour les autres. Non mais on verra après parce que vous allez voir que nous on a des affinités très locales, etc. Voilà. Aussi. On verra ça tout à l'heure. Alors avant de parler de tout ça, bien sûr vous avez compris qu'on plaisante. Hein. Mais on peut s'applaudir avant toute chose. On peut s'applaudir bien fort. On va dire merci à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangle, qui est notre voiture partenaire de l'émission. Claire Boulogne, on l'a vu cette semaine à fond, les manettes sur la rocade, hein, avec des traces de feu derrière, voilà. On remercie l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île qui nous reçoit chaque vendredi soir à 18h. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, fidèle partenaire. Merci à Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Sur ce plateau, je suis très heureux, très fier de recevoir notre fil rouge aujourd'hui, c'est Julien Volscheid. Moi qui pensais qu'il n'y en avait qu'un en Martinique. Copieur. Alors vous avez compris que c'était mon fils, hein, mais alors pourquoi on le reçoit? Parce qu'il bien sûr il est de passage, il vient nous voir, il vient nous dire bonjour, mais on va parler avec lui, c'est très sérieux parce qu'il est ingénieur en Pologne et on va parler d'informatique bien sûr parce qu'il est ingénieur en informatique, mais on va parler aussi de sa spécialité qui est la cybersécurité. Donc il nous parlera de tout ça dans un petit moment, mais il est aussi l'initiateur, le créateur plutôt de grandautomobile.fr. C'est grâce à lui que le site fonctionne depuis 9 ans maintenant avec tout ce que ça comporte. Merci parce que sans toi, on ne serait pas là alors. C'est vrai. Bah, ça a été une histoire de famille. C'était un travail d'équipe, mais bon. Un vrai travail d'équipe, mais quand même au départ, c'est quand même lui l'informaticien. Hein, donc sans lui, ça aurait été vraiment compliqué. Puis nous parlerons alors de choses un peu moins marrantes quand même en ce moment. Nous parlerons de la guerre en Ukraine. Nous recevrons avec Éléonore Théodose. Vous savez qu'elle est toujours, c'est une aficionados des sujets un peu hors normes, hein, finalement, Éléonore. Donc ça nous fait plaisir. Eh bien, elle reçoit Anna Strama, qui est avocate polonaise de passage aussi en Martinique. Elle est membre de la Chambre des conseillers juridiques de Cracovie. Mais surtout, elle travaille depuis de nombreuses années avec, entre autres, l'association Alina Nietsch, je le dis bien, Nietsch. Oui, c'est ça. C'est ça, Nietsch. Mais aussi, et pas seulement, mais aussi le commissariat pour les réfugiés en Pologne, ou même le réseau européen des apatrides, le réseau Frontex que vous connaissez bien, on entend souvent parler à la télévision, etc. Donc merci à elle, Anna Strama, d'être passée nous voir, c'est super sympa. On revient vers toi dans un petit moment. On se tutoie, hein, parce que tu sais, aux Antilles on se tutoie. Hein. Ça va? Oui, merci, bonjour. Bah oui, aux Antilles on dans se 10 tutoie. minutes, il te fait zouker. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Juste après l'émission, là, on zouk un peu. Hein. Alors, nous recevrons avec un immense plaisir, un grand honneur aussi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son dynamisme et à son niveau. C'est monsieur Claude Misa, qui est directeur de la bibliothèque Schœlcher, monument historique et monument de la littérature locale et internationale. Il est accompagné de Mirande Racine, responsable de la section jeunesse toujours de la bibliothèque Schœlcher. Et Mirande m'intéresse particulièrement parce que vous savez que moi j'écris quelques fables aussi. Et donc c'est grâce à Mirande qu'on a pu recevoir aujourd'hui le directeur de la bibliothèque qu'on reçoit dans un petit moment. Il patiente. Il a la gentillesse de patienter. Je voulais savoir si ce programme, mesdames et messieurs, vous paraît intéressant. Messieurs, oui. Et là, on est en majorité d'ailleurs. Je suis tout seul. Maintenant, il y a mon fils quand même. On est deux. Et justement, il y a Jimmy qui arrive, qui va d'abord manger avant de prendre le plateau, sûrement. Voilà Jimmy qui arrive. Alors, regardez, j'ai une surprise pour vous. Vous le reconnaissez? Bah oui, Joe. Alors. On avait reçu il y a quelques semaines, rappelez-vous, Sabine Wibo. Donc Sabine Wibo a sorti son nouveau magazine. Il y en a deux par an qui sortent. Hein. Ouais. Et vous vous souvenez, on avait passé un accord. L'idée, c'était de faire les essais pour le magazine. Et donc effectivement, en fin de magazine, si vous allez jeter un œil, on a fait 3 essais assez sympathiques. Je ne sais pas si non, Audrey n'est pas là, elle est partie déjà. Voilà. On a, vous voyez, pour les auditeurs, vous regarderez sur le grandautomobile.fr TV. Mais donc on a fait nos 3 essais. Donc voilà, l'accord est passé, donc c'est super. Donc si vous êtes d'accord, on recevra Sabine Wibo de nouveau avec grand plaisir au mois de mai. D'accord, ça sera. Ouais. Elle est contente de venir nous voir. En sachant qu'à l'intérieur, il y a entre autres des articles plus que sympathiques et particulièrement un qui nous intéresse particulièrement, c'est celui de Clara. Donc on va tous le lire à tue-tête. Il y en avait deux, hein. Il y en avait deux normalement. Oui, non, il y en a deux. Il y en a deux. Alors je l'ai pas vu alors le deuxième alors. C'est un petit article. Un petit article. Oui. Mais il y a un grand article. Et il y a un grand sur article quoi, alors effectivement sur Alexandra Élisée et sa participation à l'émission Koh-Lanta. Eh oui, vous avez regardé Koh-Lanta ou pas?
Oui, non. Pas Non, trop. pas trop. Moi, je suis plus l'amour est dans le pré. Mais en tout cas, oui, ça je comprends. Oui. Bah, moi aussi. Et alors, t'as trouvé ou pas finalement, Éléonore? C'est vrai J'ai qu'Éléonore, trouvé une chèvre, mais c'est Julien, faut que je faire un t'explique. sujet un jour. Julien, faut que je t'explique. En fait, Éléonore, au départ, a un tracteur. Et donc, et elle s'est dit, ça serait bien Tu vas d'avoir vraiment te faire attaquer par Mercedes toi, un jour. Mais ça va parce qu'on a Madame Lucie avec nous, mais vous allez avoir des problèmes. On peut applaudir Jimmy qui rejoint le plateau, c'était prévu, qu'il était un petit peu en retard, c'était normal. Hein. Bonjour à tous, bonsoir voilà, à il tous. était en essai Il a pas juste mangé. pour nous. Si. Il n'a pas mangé. Si, j'ai mangé Alors, avant. Moi, je regarde Marie en même temps. Voilà, il faut qu'elle m'écoute, Marie, c'est gentil. Aussi, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire à Clara. Puisque c'est son Merci. anniversaire, c'était son Ah oui, anniversaire. C'était Voilà, Ah, mais joyeux c'était, c'est anniversaire. passé. Pour les Donc, comme elle anniversaires était en qu'elle a fait. métropole, on n'a pas pu lui fêter véritablement. Et donc Marie donc a un petit cadeau dans la glacière justement Ah. qu'elle va offrir à Ah, c'est trop à Clara. gentil. Donc on te demande pas ton âge, c'est strictement interdit bien sûr, mais tu as Strictement. moins de 25 et plus de 10, Évidemment. plus de 18. Hein, parce que autrement tu serais pas là. Évidemment. Jimmy, comment tu vas Jimmy? Eh ben, ça va bien, en forme? Alors? La route, compliquée? Non, 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 ça roule bien. Ça roule Ouais, bien. ça roule bien. Ouais, ouais, Bon, ouais. bah, qu'est-ce que tu m'as dit Stéphanie? Tu m'as dit qu'il y avait des bouchons, tout ça. Non, ça allait. hein. Ça allait? Non, il y a Ah, pas de qui bouchon, m'a là, dit ça? C'est aujourd'hui. Claire? Claire! Je sais pas d'où. C'est de Tu moi, m'as dit je quel suis en retard point parce qu'il y a des tu bouchons. C'est moi, je plaide coupable. Alors, oui, bien sûr, voilà, regardez, Marie arrive. Alors, Marie, c'est la responsable commerciale, hein. Voilà, et voilà la petite bouteille. Pourquoi? Parce que Clara, Alcoolique. voilà, à boire avec Vas-y, modération, bien sûr. Sympa. À boire avec modération. Pour la Je vous santé, à explique. consommer avec On dira modération. rien du tout, voilà, à Elle boire a avec dit qu'elle modération. voulait À faire boire une avec détox. modération. Qu'est-ce Voilà. que vous ne Marie, comprenez merci à pas avec tous. ça? Je vous dis pas après l'émission, faut rester un peu quand même. Hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une paille, s'il vous plaît? Oui, bah oui, au moins ça, parce que. Bon, on sent qu'elle sort un peu, Clara, le soir quand même, non? du tout. Quelle drôle d'idée. Non. C'était juste pour fêter mes moins de 25 ans. Bon, ok. Alors, si vous êtes d'accord, on revient vers Julien Volched. Merci Julien d'être venu me voir, nous voir. Grand plaisir. Bon, Je je suis dis bien ça de de bien loin. laisser ton micro devant toi, hein. C'est Ouais. important. Faut que tu parles devant ton micro. Voilà. Alors, Très bien. première question. Tu es à l'origine d'un site internet qui maintenant a presque 9 ans, avec des refontes, hein, bien sûr. Hein, ça, c'est pas la bouture d'origine. Ah ouais, ça c'est clair. Comment ça s'est passé? Comment ça t'a pollué l'idée de devoir créer pour. Ouais, ça a été terrible. Ouais, j'y ai Ouais. perdu des étés, j'y ai perdu Oui. j'ai perdu ma jeunesse en fait. Ah ouais. Carrément. Ah ouais. En fait, il a 12 ans et ah ouais, quand même. En fait, là, vous voyez pas, mais vous voyez pas là, mais il a 65 ans en fait. Bah non, ça va alors. Non, bah ça s'est passé. On a commencé en fait avec. On avait une première version. C'était un petit peu un blog en ligne en fait. On a commencé comme ça. Hein, c'était Ouais. un blog en ligne. C'était pas encore bien formé. Il n'y avait pas encore le code. Il n'y avait pas encore les codes couleurs. Souviens-toi, il n'y avait pas encore. Voilà, tout ça c'est venu progressivement avec le travail qui a été fait après. Dans l'image, etc. Comment on présentait les articles, comment on présentait le site, voilà, quelles couleurs sont associées au site. Donc voilà, c'est fait progressivement en fait. Et puis la chose extraordinaire, c'est le back-office, c'est-à-dire tout ce qui gère. Bon, comme moi, j'étais quand même pas un féru d'informatique, faut dire les choses aussi comme elles sont, faut être honnête. C'est vrai. Même si Ça, non, c'est mais vrai. j'étais pas non plus nul, parce qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont passés à côté de l'informatique. Moi, j'étais pas passé à côté, mais j'avais pas quand même ces connaissances. Donc, il m'a créé une espèce de back-office extraordinaire où tout est simple. Tu vois, je veux dire, tu à la limite. C'est gentil. Il dit C'est ça vrai. maintenant, mais lorsqu'on pas l'a ce qu'il créé disait et lorsqu'il a testé pour la première fois, il y a eu des petites choses à changer. Hein. Tu me Non. rappelles dans 15 jours, j'en ai marre. Non, On veut mais bien les anecdotes, hein, pour Ouais. le coup. Il y en a quelques-unes en plus. Mais hein. souviens-toi, non, ce qui était génial là-dessus, c'est que en effet, quand tu disais tu avais une initiation à l'informatique, mais comme monsieur, madame, tout le monde. Oui. Voilà. Et ce qui a été fou avec toi, en fait, c'est que tu es monté en compétence très vite Ouais. et tu as fini par comprendre des choses que moi j'avais avec mes collègues informaticiens, tu vois, des problématiques que moi j'avais avec mes collègues informaticiens. Ah, Tu t'es mis à comprendre ça, voilà. ça mérite la validation Oui, oui. d'acquis ingénieur. Ah là. oui, ça, c'est vrai. en c'est- gros, c'est Peut-être ça. pas ingénieur, mais contremaître. Technicien internet. Non, mais j'ai des collaborateurs techniciens internet qui connaissent moins bien que toi, quoi. Donc c'est vrai que Mhm. ça, Ah ouais, c'est- classe. ça a été une C'est apprentissage joli, aussi. hein, un beau compliment. Bah, après, il fallait faire une équipe, il fallait être deux, quoi. Il pouvait pas être tout seul, il était à 8000 km, 9000 km. Donc je rappelle que Julien est en Pologne, hein, il vit en Pologne. Mais d'ailleurs, Donc, je peux poser une question à ce propos. Comment es-tu arrivé en Pologne?
Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez savoir? Vas-y, t'as 15 minutes. Je suis pas sûr que. Dans les grandes lignes, en tout cas, oui. Non, c'est pour deux raisons. Déjà, l'amour, ça c'est clair et net. Je l'ai entendu là. C'est ça, l'amour. C'est clair et net. Mais il n'y avait pas que ça. C'est que j'avais envie d'aller à l'étranger. Voilà, je faisais partie des gens qui avaient envie de parler anglais dans leur vie de tous les jours. Donc ça n'a pas été une opportunité professionnelle qui t'a amené là-bas par hasard. Non, T'es allé je suis là-bas. arrivé à Cracovie en fait. Ouais. J'y ai passé une semaine en vacances. D'accord. Je suis tombé amoureux de l'architecture. c'est très beau. C'est Ouais, magnifique. très beau. Et je suis revenu en France. J'ai appelé mon patron. J'ai dit je m'en vais. J'ai fait ma valise et un mois après j'étais là-bas. J'ai trouvé un boulot en informatique là-bas et voilà. C'était la D'accord. rencontre avec la ville, c'était clair. Ah ouais, c'est clair et net. C'est clair. et C'est net. génial. Voilà. Et maintenant Ouais, tu vraiment. parles polonais Un couramment. tout petit peu. Non, là, j'autorise pas. Bien. Non. Le mec, il parle toutes les langues. Il a été en Italie en vacances, en un mois, il parle italien. Il est en Pologne depuis 4 ans maintenant, c'est ça? Ouais, 5 ans. Là, il parle polonais. Il va au magasin, il fait ses achats, il a besoin de personne. Il va à la sécu là-bas, une sorte de sécu là-bas. Merci mon père. Il fait pareil. Il parle parfaitement. Non, attends, c'est... Parfaitement. Faut savoir qu'en Pologne, Il y a c'est moyen illisible. que hein. la sécu soit plus simple là-bas qu'ici, non? Attends, il y a une Je chose. plaisante, hein. Oui, non, tu plaisantes, mais je comprends. Mais je vais dire un truc. On peut en parler si vous voulez. Non, mais la langue et l'écrit polonais et la lecture polonaise est quasi impossible parce que les lettres c'est pas notre alphabet. Donc du coup, quand vous êtes au centre de Cracovie, par exemple. Si, c'est notre alphabet. Excuse-moi, je te corrige là-dessus. Oui. C'est les Ukrainiens, les Russes qui ont un alphabet différent. Les Polonais, on a le même alphabet. Latin. Ouais. Mais il est complètement à l'envers en fait. Donc, pas de problème. Désolé, hein. Non, mais c'est illisible. C'est illisible. On peut Ça dire pour aucun s'excuser panneau. de pas rien du savoir tout. C'est parler. une langue complètement différente, ça c'est clair net. C'est pas comme l'italien où on peut C'est s'y instinctif. retrouver. Plus. Voilà, c'est une langue différente. Alors, si vous êtes d'accord, on a parlé de grandautomobile.fr, c'est super. Donc, il continue à bosser dessus. Il nous prépare une nouvelle bouture là dans les semaines qui viennent. Donc, il ne sait pas encore. Hein. Faut qu'on Là, y c'est pour ça travaille, qu'il faut qu'on y travaille. Ouais, on a des réunions Non, de on travaille travail dessus. Ah, d'accord, il vient de l'apprendre à l'antenne. Non, oui, Merveilleux. voilà. non, on travaille sur une nouvelle bouture. Surprise. Et par contre, il a un travail qui est très très sérieux et je vais donner une anecdote qui est assez marrante parce qu'elle elle est marrante quand même. Dans la première société dans laquelle il a travaillé, il était toujours dans la cybersécurité, c'était toujours une société américaine et moi c'était la première fois que je venais à Cracovie, donc c'était à 4 ans et il me dit viens me chercher au boulot. Et donc j'arrive au boulot et là tu as deux Américains avec leurs fusils qui sont devant la porte et c'est hors de question de rentrer quoi, tu vois. Fallait attendre en fait dehors, c'était pas possible de rentrer. Donc c'est vraiment un job très particulier. D'ailleurs il y a 2 gardes du corps là derrière. Oh, la Bon, classe. Bon là on plaisante mais c'est vrai que c'est un métier qui est quand même avec un niveau de sécurité qui est quand même relativement important. La question donc à quoi sert la cybersécurité pour l'auditeur qui ne saurait pas ce que c'est? Dis donc, c'est une question large. C'est ouverte. Question ouverte. C'est comme la protection des personnes ou des biens. En général, les gens le comprennent bien. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, Monsieur Macron se déplace à quelque part. Tout le monde comprend qu'il y a une procédure autour de lui pour que rien ne lui arrive. Ou lorsque vous déplacez de l'argent, vous voyez l'argent qui est passé de banque en banque, vous voyez un camion blindé avec des gens armés, etc. Donc vous voyez, il y a des procédures pour faire en sorte que si vous déplacez des biens ou si vous déplacez une personne, il n'y arrive rien à ces biens et ces personnes. Et notre métier, c'est la même chose, mais pour les flux informatiques, c'est-à-dire vos données et vos accès. Donc les ingénieurs comme moi, on travaille tous les jours à faire en sorte que lorsque vous vous connectez sur un site, on soit sûr que ce soit vous et pas quelqu'un d'autre. Et surtout, lorsque vous avez des données stockées à quelque part, on fait en sorte que ces données ne soient pas accessibles à des personnes qui ne sont pas censées les voir. Très bien, donc ça c'est clair et net et précis. Alors, et justement, là j'enchaîne parce que vous avez un lien fort tous les deux. La passion de ton père autour de l'automobile, les motos, etc. Toi, tu l'as aussi un peu dans tes loisirs ou pas du tout? Le fruit est tombé très loin de l'arbre. Pas du tout, mais pas du tout au même niveau, on va dire. Pas du tout C'est au vrai. même niveau. Dans le sens négatif. Non, mais j'aime bien les jolies voitures. Tu me donnes une jolie voiture à conduire, je vais pas être malheureux. Mais c'est vrai que c'est pas le même niveau. On n'a pas le même niveau de passion à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai appris beaucoup justement en travaillant avec lui. Il y a beaucoup de petites choses que j'ai appris que moi je ne connaissais pas en tant que personne qui n'est pas aussi passionnée.
que j'ai appris en faisant le site avec lui et puis les différentes choses sur lesquelles Grand Mobile travaille. On dira pas la marque, mais je veux dire, il a une voiture vraiment classique qui me dit Oui. j'ai pas besoin d'autre chose. Oui. Alors que sa petite chérie, elle a une petite mini sympa, à travers Krakow, c'est mignonnet, tout ça. Lui, non, il me dit ça me suffit. Une marque française d'ailleurs. Hein. Ah, j'allais dire une Trabant, moi. Non, pas une Trabant. Alors on a essayé une Trabant. On est allé à Berlin, on a fait la Trabant. Hein. On peut le dire. Hein. Il y a le reportage sur grandautomobile.fr, vous pouvez aller le voir, c'est super marrant. On a fait la visite de Berlin en Trabant. Ouais, ça c'est tu cool. nous l'avais dit. Non, mais il y a une marque française pour pas la nommer Peugeot. Mais voilà quoi. Mais c'est pas la peine de la nommer, Peugeot, voilà. Non. J'en suis très content. J'en suis très content. Non, mais voilà, c'est pas son truc, la voiture. Mais par contre, tout ce qui est structure du site, etc., il fallait qu'il comprenne aussi ce dont j'avais besoin pour arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu notre métier, ça, en général, les informaticiens, c'est qu'on est des éponges à vos métiers, en fait. Parce que d'un projet à un autre, on va pouvoir travailler pour la voiture, la sécurité. J'ai travaillé pour des agriculteurs, par exemple, pour des associations d'agriculteurs. Donc il faut Pourquoi comprendre tu me parles d'agriculteurs comme de par hasard? Depuis que c'est qu'un tracteur. Et que j'aime l'amour est dans le pré, d'accord, intéressant. Mais moi aussi, j'aime bien, je te dis. Je partage. Une autre question? Quelqu'un a une autre question à poser éventuellement sur la sécurité ou autre chose? Quels sont les risques éventuels au quotidien? Enfin, est-ce que on peut déjouer des plans machiavéliques mis en place, des attaques? Comment ça se passe au quotidien? Alors, pour le commun des mortels, déjouer des attaques, etc. Non, pas du tout. Voilà, ça c'est clair et net. C'est un poil tout net, évidemment. Même pour nous, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on s'y entraîne en permanence. On a des équipes qui sont formées pour ça. Enfin, c'est de la veille, c'est vraiment de la guerre en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle de la cyber war, donc la guerre en ligne. Il y a vraiment des équipes qui font ça. Par contre, pour le commun des mortels, ce qui est vraiment important, c'est au moins d'essayer de comprendre un tout petit peu comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire que quand vous utilisez votre téléphone, n'importe quelle application ou n'importe quel réseau social par exemple, de comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne dans le sens où vont les données. Voilà, elles ne restent pas sur mon téléphone par exemple, elles sont stockées à quelque part. Si c'est un réseau social américain, elles vont être stockées aux États-Unis. Donc comment je protège l'accès à ces données? Donc, vous savez, sur les réseaux sociaux maintenant on vous dit voilà, protéger avec 2 facteurs, vous savez, un SMS et un mot de passe par exemple, voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre comment les systèmes fonctionnent pour être capable de les sécuriser un minimum. Est-ce que finalement ton job c'est pas de prévenir plutôt que de guérir? Les deux. Les deux. On essaye de prévenir un maximum, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que dans mon entreprise on fournit surtout du service justement d'authentification. En langage gentil, ça veut dire on authentifie les gens. Vous savez, quand vous voyez un mot de passe ou justement que vous recevez un SMS ou un email avec un code, voilà, c'est le genre de service qu'on fournit dans notre entreprise. Donc ça, c'est la partie prévention. Comment faire en sorte que justement il n'y ait pas de mauvaises personnes qui accèdent aux mauvaises données. Mais il y a la partie aussi guérir, c'est-à-dire que très souvent, on a des failles, comme tout. Et donc le but c'est qu'on trouve les failles avant nos ennemis, avant les hackers. Avant les hackers exactement, et qu'on les répare le plus vite possible, et s'il y a une attaque, qu'on se défende. Alors moi la question que je vais poser c'était cybersécurité, cybercriminalité. Est-ce que tu as eu déjà l'occasion de travailler on va dire en accord direct avec les forces de l'ordre, la gendarmerie pour démanteler? Ouais, moi je suis très film américain. Très série. Vous me posez une question auquel je ne peux pas répondre. Ah, c'est classe. Non. Honnêtement pas du tout. Donc l'entreprise bien sûr travaille en collaboration avec les forces de l'ordre internationales en fait. Je peux pas dire exactement sur quoi, pas moi personnellement. Mais on travaille, voilà, il arrive de travailler avec des États aussi. Jusqu'à la protection par exemple de passeports ou des choses comme ça. Voilà, il y a des choses. Alors, vous savez que vous avez des petites on dit chips en anglais, vous savez, des petites puces électroniques dans les passeports. Donc voilà. En fait il parle tellement étranger qu'il n'arrive plus à parler français en fait. Oui, des fois je cherche le mot. C'est ça que je voulais arriver, parce qu'en fait on disait que vous sécurisez les données personnelles, et c'est vrai que quand on prend l'identité de quelqu'un d'autre, on voulait savoir si parce que bon, dans tous les reportages que j'ai déjà vus, c'est assez compliqué de prouver que finalement on n'est pas la personne, et donc je voulais savoir si vous aviez déjà travaillé dessus ou s'il y a un lien. En fait c'est une très bonne question, parce que lorsque ça arrive, ça veut dire que nous on n'a pas fait notre boulot avant, généralement, soit dans la pédagogie, soit dans le fait que nos logiciels soient assez simples d'utilisation pour que les gens comprennent comment sécuriser leurs accès.
ou que tout simplement il y a une faille qu'on n'a pas vue. Donc généralement quand on... Ouais. Vas-y. Généralement quand ? Oui, généralement quand on arrive jusqu'aux forces de l'ordre, voilà, on a... C'est que le problème est peut-être tardif. Voilà. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire pour nos partenaires et puis on revient dans un petit moment. D'accord ? Allez, à tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr et la bande AJM, ces experts automoto. Nous sommes de retour sur Maxi Martinique 107.1, 107.3 FM comme tous les vendredis soirs. Et vous remarquez que notre émission s'étoffe de plus en plus et part de plus en plus sur d'autres domaines, même si on parle toujours d'automobile et de moto, mais on part de plus en plus sur des domaines artistiques, des domaines, on va même la semaine prochaine avec Stéphanie parler de canne à sucre. Tu as coupé de la canne à sucre avec la machine. Exactement. Génial. Incroyable, mais vrai. Ce qu'il a fait, personne n'a fait. Monsieur Misa, vous l'avez fait ? Pas encore. Pas encore. Monsieur Misa que je présente, Monsieur Misa qui est venu donc avec sa collaboratrice, on va en parler. Monsieur Misa, donc nous sommes très heureux de vous rencontrer. Vous êtes donc le responsable le responsable adjoint de la bibliothèque de Schœlcher. La bibliothèque Schœlcher. La bibliothèque Schœlcher, je vais y arriver, décidément. Je ne sais pas pourquoi je veux la mettre à Schœlcher alors qu'elle est à Fort-de-France. Voilà. Bon, voilà. Alors, vous êtes né à Paris. À 8 ans, vous revenez en Martinique. Tout à fait. C'est ça. Vous avez grandi dans un quartier populaire de Fort-de-France, Sainte-Thérèse. Tout à fait. Pas loin de la bibliothèque, d'ailleurs. Pas loin de la bibliothèque. Ok, vous avez toujours donc gardé le contact avec la campagne entre les Mornes d'Ezès et Rivière-Pilote. C'est ça, Oui, c'est ça. Je voyage beaucoup, même à l'intérieur. Même à l'intérieur. Donc, c'est pas un vrai citadin, en fait. C'est ça ? Non, pas du tout. Campagnard dans l'âme, en tout cas. Vous avez eu l'obtention de votre bac en 76. À 21 ans, départ pour la France après la réussite à un concours administratif. Voilà. C'est ça ? Voilà, vous êtes à présent responsable adjoint de la bibliothèque. Vous avez passé un concours en 83 pour entrer en bibliothèque. C'est ça ? À la bibliothèque Schœlcher directement. Directement, voilà. D'accord. Et vous y êtes arrivé ? Voilà. En 83, j'y suis arrivé. Le métier m'a plu. Je me suis formé et puis j'ai occupé diverses fonctions. Je me suis occupé du fonds général, du fonds antillais, section jeunesse et puis voilà. Vous avez même fait une formation à Nancy, je crois, sur le numérique. Oui. Alors oui, comme le métier m'a plu et ensuite avec l'arrivée des nouvelles technologies, j'avais bien compris que ce serait l'avenir des bibliothèques. Donc j'ai d'abord passé un diplôme universitaire à l'université de Limoges, qui s'appelle le DU3MI, un diplôme universitaire médiation multimédia et monitorat d'Internet. Et ensuite, après, je me suis perfectionné à l'INSET de Nancy, où il y avait des formations sur le numérique appliqué aux bibliothèques. Et vous êtes présent, merci à vous de votre présentation, c'est gentil à vous. Vous êtes venu pas seul, vous êtes venu donc avec Mirande Racine. C'était prédestiné. Mirande Racine. Racine à la bibliothèque, tout à fait. Voilà. Et Mirande Racine qui s'occupe de la section jeunesse donc de la bibliothèque. Et je laisse la parole, si vous êtes d'accord, à Léonore qui a fait un boulot d'enfer pour vous recevoir. J'espère que je t'ai pas volé ton texte. Mais pas du tout, parce que je me suis un peu intéressée à votre domaine de manière générale et surtout au lieu dans lequel vous travaillez, qui est quand même un monument de notre patrimoine. Et je voulais vous parler un peu de son histoire, puisque sa construction a été décidée en 1886, suite au legs 2 ans plus tôt par Victor Schœlcher de son vivant, d'une large collection d'ouvrages au Conseil général de Martinique. Alors pour vous donner un chiffre, ça représentait 10 000 livres et 250 partitions musicales. Vous évoluez donc au sein de votre travail dans l'histoire en fait de ce personnage. Oui, dans l'histoire, puisque la bibliothèque est née de ce don de Victor Schœlcher en 1883. Je vais même être plus précis sur votre chiffre, 9583 livres. D'accord, ok. Et donc ces livres sont envoyés en Martinique par bateau et comme à l'époque il n'y avait pas de bibliothèque, ils ont été entreposés à la rue Victor Hugo. Et lors d'un incendie, une grande partie de ces ouvrages brûlent. Et en fait, quand la bibliothèque ouvre en 1893, tout le don de Victor Schœlcher n'est pas dans la bibliothèque puisque des livres ont disparu.
Voilà. Une partie, bien sûr. Terrible. Ouais, c'est terrible. Ça me rappelle l'Égypte antique avec avec Alexandrie. la bibliothèque nationale, nationale de l'époque. Ouais. Une question quand même, avant de te laisser finir. Moi, ce que j'adore quand j'arrive dans cette bibliothèque, c'est ces vieux livres pleins de poussière et tout. J'espère que vous allez tout laisser là. Ça ne bougera pas, ça. Hein. Oui, alors les livres que vous voyez à l'entrée qui sont sur la mezzanine, ce sont des livres qui sont là just pour le fun. Pour la déco finalement. Voilà, ce sont des livres qui sont déjà paillettes. sortis de notre inventaire et que nous avons laissé là pour conférer à cette bibliothèque son aspect vieille bibliothèque. Surtout que dans le temps, la collectivité était assez riche et tous les livres étaient pratiquement reliés. Donc, ils sont très beaux, donc nous les laissons magnifique. Là, nous n'avons pas envie de les enlever. Mais vous comprenez bien que s'ils avaient un intérêt quelconque, ils seraient conservés dans un endroit. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, on ne peut pas les consulter. Hein. L'accès est interdit. Voilà. Non. Alors, je voulais amener quand même un petit complément sur la décision de ce legs, de tous ces ouvrages. Il y avait une condition qui avait été demandée, c'était qu'ils servent à l'instruction des anciens esclaves noirs et que cette bibliothèque soit ouverte à tous. Ouais. À l'époque. Donc c'est important de le dire. Et puis l'originalité de cette bibliothèque aussi, c'est qu'elle a été présentée avant d'être acheminée en Martinique à Paris. Dans le jardin des Tuileries. Certains disent oui, d'autres disent non. D'accord. Selon mes sources qui sont nombreuses et variées, j'ai trouvé que l'architecte, donc, qui s'appelle Pierre-Henri Pic, réalise le bâtiment à Paris dans le jardin des Tuileries en 1887. Et ça a été démonté, acheminé, puis remonté avec différents matériaux, béton, fer forgé, du bois, pour pallier aux intempéries qui sévissent en Martinique. Malheureusement, on sait qu'on a toujours des cyclones, des tremblements de terre. Mais ça a résisté. Il y a eu certes les ouvrages qui ont été perdus comme vous l'avez évoqué, mais on peut dire qu'on est très fiers de cette bibliothèque qui est merveilleuse, puisque quand on peut la décrire, ça serait intéressant d'ailleurs que vous la décriviez de l'extérieur pour les auditeurs, elle a un style art déco qui se mélange à d'autres styles. Il y a aussi, je crois, des inscriptions à l'intérieur de certains écrivains. Voilà le nom de tous les grands écrivains, surtout des humanistes. Oui, il y a Racine. Il y a Racine, entre autres. Il y a Racine, entre autres, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais vous avez une relation ou pas, Mirande, avec Racine? Non, mais on ne sait pas, peut-être. Oui, je suis en relation avec Racine. Bien sûr. Attention, on va lui demander une citation sinon. Alors les styles, je reviens dessus, mélange du byzantin, de l'art nouveau, de l'art égyptien et du classique occidental. Quel métissage! Oui. C'est un très beau symbole. Oui. Alors il faut savoir que Henri Pic était un contemporain de Gustave Eiffel. Gustave Eiffel qui avait déjà expérimenté des bâtiments kits qui étaient livrés dans d'autres régions. Et en fait, Henri Pic s'en est inspiré. Et c'est pour ça que vous avez toute l'armature métallique. Et on utilisait donc le ciment, le bois. Et donc, c'est pour ça qu'elle a pu être démontée et remontée entièrement ici. Donc, il s'est inspiré aussi de tous ces styles-là qu'il avait vus dans d'autres régions. Voilà. Au Chili, il y a un bâtiment qui ressemble trait pour trait à cette bibliothèque. Et Léonore, juste une chose. Pardon, vas-y. Non, je voulais savoir, c'était une commande, un don, comment... Oui. Alors, quand il donne ces 10 000 livres à la colonie, il veut que ces ouvrages soient abrités par une bibliothèque, une vraie bibliothèque. Et il demande aussi que soit nommé un conservateur. Donc le premier conservateur s'appelait Victor Cochina, qui était un ami personnel de Victor Schellcher. Donc une fois que les livres sont arrivés, qui sont entrés dans la bibliothèque, c'était une vraie bibliothèque avec un vrai conservateur, donc qui a pu mener sa mission de conservation et de développement de la lecture publique. Alors, la bibliothèque a bien sûr plusieurs rôles identifiés. Vous allez pouvoir compléter sur ce que j'ai trouvé. Vous assurez la conservation des documents patrimoniaux liés à la Martinique et plus largement à notre environnement, la Caraïbe. Il y a aussi un fonds ancien patrimonial qui permet de découvrir et d'étudier tous les aspects économiques, sociaux, littéraires, politiques de la vie de notre pays et de son environnement. Et puis bien sûr, il y a la collection qui permet aux gens d'y aller et d'emprunter des livres de manière classique, ce que nous on va faire, et aussi d'alimenter la recherche de certains étudiants. Exactement. Donc nous avons une double mission qui est celle de conservation.
dans la mesure où la bibliothèque Schellcher a été longtemps le lieu du dépôt légal. Donc nous avons une tradition de conservation. Dans notre structure, nous avons ce qu'on appelle dans les anciennes bibliothèques des magasins. Ça veut dire des ouvrages qui ne sont accessibles que par le biais de magasiniers, qui ne sont pas visibles directement. Donc ça, c'est le côté conservation. Et puis, bien entendu, nous avons cet aspect développement de la lecture publique. Et là, nous fonctionnons comme une bibliothèque municipale traditionnelle. Alors, j'ai envie de vous dire à tous les deux, quel est votre style préféré de littérature? Qu'est-ce que vous aimez comme ouvrage? Est-ce que vous avez un coup de cœur pour un roman qui pourrait vous identifier et dont vous pourriez nous parler? Je vous pose la question à tous les deux. Ah non, mais moi, je lis de tout, essentiellement de la littérature jeunesse en ce moment, puisque ça fait plusieurs années que je suis à la section jeunesse et pour pouvoir les conseiller, je lis de la littérature jeunesse. Qui est en lien avec votre métier. Et d'un point de vue personnel, un roman ou, je sais pas, une poésie aurait changé votre vie quand vous étiez jeune, vous aurez marqué? Peut-être un conte, parce qu'il y a beaucoup de contes, bien sûr. En fait, il y a un livre qui m'a... Mais bon, il est tout à fait récent, hein, c'est La vérité sur Harry Kéber. D'accord, oui. Vous connaissez? Oui. Moi, je connais. Voilà. Donc, c'est un peu ce type de livre que je lis. Il faut qu'il y ait un peu de suspense et voilà. Monsieur Misard? Alors, pareil, moi, je lis de tout, mais je lis beaucoup ce qui m'enracine et sans faire de jeu de mots avec Racine. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai qu'on pouvait le relever, oui. Je sais que récemment, j'ai lu les romans d'un auteur qui écrit en créole, Romain Bellé. Il a 3 volumes, ça m'a beaucoup plu. Et tout en créole, et j'ai tout lu d'une traite. Et puis, j'ai relu aussi récemment un ouvrage qui s'appelle Vinivan et qui m'a rappelé beaucoup mon enfance, puisque mes parents aussi avaient une épicerie. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand les gens entraient dans l'épicerie, c'était Tototo ou bien Vinivan. Et donc, je me suis replongé dans mes années de jeunesse à Sainte-Thérèse, où mes parents avaient une épicerie. Allez-y. Hein. Oui, il y avait une épicerie, donc j'ai retrouvé les senteurs. En fait, c'est presque comme ma Madeleine de Proust. De Proust, voilà. Alors, ça tombe bien que vous parliez de ça, Léonore, je prends l'antenne à l'instant, simplement parce que dans une bibliothèque, il n'y a pas que l'aspect extérieur qui existe et qui est puissant. Il n'y a pas que l'aspect intérieur qui existe et qui est éminemment magnifique dans celle de Schellcher, de la bibliothèque Schellcher, puisque évidemment on vient d'expliquer, il y a des phrases d'artistes, il y a des vieux livres, donc il y a donc finalement une ambiance, mais il y a aussi des odeurs de vieux livres. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui vous frappe quand vous rentrez à la bibliothèque. Il y a quelque chose de spécial. Ouais. D'abord, il y a le personnel qui est très calme, très sobre. Mirande en est l'expression parfaite. Et on sent que ce sont des gens qui sont empreints de lecture, empreints de silence, parce que il y a un respect forcément des gens qui sont présents. Il y a un univers particulier, on change de planète un peu. Exactement. Et vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes senteurs quand vous êtes dans l'ancien bâtiment et dans le nouveau. Quand vous entrez dans ce que nous appelons l'ancien bâtiment, c'est-à-dire la première bibliothèque avec tous les vieux livres, vous avez l'impression que ces ouvrages-là dégagent un parfum de vieux livres, de vieilles bibliothèques avant tenues par des bibliothécaires à Londres. On les voit. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis, quand on passe dans l'architecture plus moderne, on a là, par exemple, vous allez en section jeunesse, vous aurez plus une odeur de librairie avec les livres neufs, etc. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question qui me brûle les lèvres. Vous lisez beaucoup, vous êtes dans ce domaine pour conseiller les autres. Et est-ce que l'un d'entre vous écrit ? Non. Dans le temps, j'ai écrit des lettres d'amour aux jeunes femmes. Voilà. Ça, on en écrit. Monsieur Misard, je vous rassure, on en écrit toute la vie. Notre génération, moins malheureusement, mais c'est dommage. Non, commencer pour avoir participé à des ateliers d'écriture. Ouais. On jette quelques notes sur un bout de papier, mais bon, écrire, vraiment, non. Et puis, justement, il y a des ateliers ou de ce genre de choses proposés par la bibliothèque ? Absolument. Donc, nous ne proposons pas que des livres, mais il y a aussi plein d'animations
d'ateliers que nous faisons autant pour les gamins que pour les adultes. Et par exemple, quand nous avons une exposition, ça peut être d'un peintre ou d'un sculpteur, nous demandons à avoir aussi une matinée pour les jeunes pour leur montrer un peu soit les techniques ou un moment particulier pour les enfants. Oui, Jimmy. Vas-y, Jimmy. Moi, j'avais une question pour Madame Racine. Dans quel... Ne me regardez pas de tels yeux, Madame Racine. C'est juste une Madame question. Racine s'inquiète. Elle s'inquiète déjà. Dans quel cadre les jeunes passent-ils dans votre service, enfin, au sein de cette section jeunesse? Dans quel cadre, justement, les jeunes passent-ils vous voir? Alors, il y a ceux qui qui viennent volontairement, pour lire, juste pour passer un moment aussi. Et puis, il y a les jours où on reçoit des classes. C'est ce qui est le plus commun à la section des jeunes. C'est surtout la réception des classes. D'accord. Et à ce moment-là, les jeunes, ils découvrent les livres, vous leur présentez certaines collections, certains ouvrages, où ils viennent pour parfois repartir avec certains d'entre eux? Ils viennent d'abord pour découvrir la bibliothèque, découvrir les livres, et puis par la suite, ils apprennent à s'inscrire, à revenir. Ils reviennent. Alors, moi, j'ai une dernière question, malheureusement. Tu n'avais pas terminé? Non, j'ai pas terminé. Vas-y, alors. Parce que parmi nous, il y a un écrivain. Ah bon? Ouais. Non, c'est pas possible. Si, attention, il y a ton fils qui est pas loin, il va te dénoncer. Je peux plus dire n'importe quoi, là. Non, mais parmi nous, il y a un écrivain, il me semble. Il me semble. Non, tu veux pas nous Jimmy, en parler? Il est devenu rouge comme sa chemise, c'est incroyable. Non, je croyais qu'on était potes. Mais de qui parle donc Éléonore? J'aurais été capable, mais... Non, mais c'est intéressant d'en savoir plus. Ton livre, on peut le trouver à la bibliothèque. Alors, dis-nous. on peut parler de cette histoire qui est très sympathique, finalement, qui s'est passée il y a quoi, un mois d'une semaine? Voilà. Si vous allez sur le portail de la bibliothèque Schellcher, vous verrez une belle photo de cet auteur et un peu comment ça s'est passé. Donc j'ai raconté un peu cette rencontre. Ah, c'est marrant, c'est chouette. Oui, c'est Miran qui voit quelqu'un qui flâne dans les rayons, qui prend un livre, qui le regarde, et de son œil aguerri, elle a repéré la star. Ah, mais c'est là que je vois que. En fait, il passe avec son bouquin comme ça devant Miranda. Ouais, non, pas du tout. Non. Je veux dire Miranda a une attention toute particulière. Et elle a repéré immédiatement qu'on s'intéressait à ce livre-là particulièrement. Et tout de suite, elle a très vite posé la question, mais vous connaissez l'auteur? Et comme j'étais avec une personne de ma famille qui était de passage en vacances, elle dit, mais c'est lui, c'est mon tonton. Et donc, voilà, Miranda m'a fait le plaisir de me faire rencontrer monsieur Misa. Du coup, on a dû freiner les paparazzis. Oui, par contre, là, il y a eu pas mal il y a eu une petite émeute. Oui, voilà, effectivement. Non, moi, j'ai le plaisir d'avoir écrit effectivement quelques livres de fables. Je dis bien de fables, parce que tu sais qu'il y a une tradition de contes en Martinique qu'il fallait absolument pas. Enfin, moi qui arrivais il y a 20 ans, je me voyais mal aller faire des contes. Donc, je me suis axé plutôt sur les fables. Et donc, il y en a un en particulier qui a été spécialement plébiscité, on va dire, c'est Lettres à Joséphine, même s'il y a peu de rapport avec Joséphine, c'est qu'il y a un texte qui correspond à Joséphine dedans et que l'éditeur a voulu absolument que le livre s'appelle Lettres à Joséphine. Mais c'est comme ça donc on s'est rencontrés et voilà, le livre est là, c'est des livres de fables. Juste que ce que je peux dire de ce livre, c'est que l'objectif que j'avais, c'était d'écrire des belles phrases avec du bon vieux français, et je voulais surtout marier les deux continents. Je voulais essayer de tenter d'expliquer que les deux continents étaient de toute façon liés d'une manière ou d'une autre, et aussi par les animaux, puisque ce sont des fables. D'accord ? Donc c'est comme ça que j'ai expliqué pourquoi les grenouilles en Martinique sifflaient, et non pas croassaient comme nos grenouilles à nous. Ouais. Donc je ne sais pas si vous avez pu le lire, vous avez pu passer un petit moment dessus. Voilà, c'est très imaginatif, c'est complètement fictif, mais c'est un fabulus. Fabulus, c'est ça, Fabulus, c'est raconter l'histoire d'hommes à travers les animaux. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il y a une histoire de poissons volants, d'un pêcheur martiniquais qui, avec son tambour, attire les poissons volants. Il ne les pêche pas en fait, il les fait juste venir au-dessus de son bateau. Il y a des vols magnifiques et c'est juste à coup de tambour. Voilà, il y a ça, mais il y a l'histoire aussi des mans. Ces fameuses dames qui aident les enfants à l'école, parce que j'ai connu ça et que Julien a connu ça, mon fils qui est là, donc puisqu'il était à l'école de Periola. Et à Periola, il y avait les mans qui, quand vous avez oublié le goûter le matin, les parents oublient le goûter, vous avez la main qui est là, vous ne t'inquiète pas. Moi j'ai ce qu'il faut. Le gamin il mange toujours en Martinique. Ailleurs, je suis pas sûr. Bah non, c'est sûr.
Chez nous, un enfant ne meurt jamais de faim. Hein, Non, c'est clair. On est d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est un voyage de métropolitain à travers ma vision de métropolitain de ce que je vivais aux Antilles à ce moment-là. C'est très simple. Hein. Il y avait pas plus de prétention. Mais le livre a fonctionné. Et de plus, nous sommes heureux puisque l'auteur a promis de revenir. Avec plaisir. Alors franchement, avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien écoutez, on a reçu avec un plaisir mais immense, hein, c'est vrai, grâce à Léonore, on peut le dire aussi. Super. Monsieur Misa, donc adjoint à la direction de la bibliothèque Schœlcher. Parfait. On a reçu avec un plaisir immense Mirande Racine, qui va se mettre à écrire à partir de la semaine prochaine, qui va nous sortir un super livre. Merci Mirande en tout cas d'être venu. Merci à vous deux. J'encourage bien sûr tous nos téléspectateurs qui nous regardent de métropole, quand vous êtes de passage, allez à la bibliothèque Schœlcher à Fort-de-France. C'est facile, allez au bout de la place de la Savane, c'est facile à trouver. Oui. On est d'accord ? Facile à trouver, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Quelques événements à venir ? Oui, alors nous avons là un vernissage ce soir sur une expo sur le cheveu crépus. D'accord. Voilà, c'est une expo qui a été réalisée donc, par le lycée, le LP du Marais. D'accord. Donc les étudiants en coiffure. D'accord. Et ça vaut le détour. Donc là, elle a fini d'être montée aujourd'hui et le vernissage c'est ce soir. Et c'est jusqu'à quand ? Elle est là jusqu'à la fin du mois, au 22. Oui, parce qu'on est un peu décalé, hein, comme ça on va passer la semaine prochaine, donc en fait on peut dire qu'il restera encore au moins une petite quinzaine de jours. Je vous enverrai les... Très bien, merci beaucoup. Les éléments. Merci encore, on peut les applaudir bien fort, Monsieur Misa et Madame Racine. À très bientôt, j'espère, on se reverra forcément. Merci encore et merci pour votre travail en tout cas. On fait la pause pub pour nous ? Ouais. Et on se retrouve dans un moment. À tout de suite. À tout à l'heure. Allez, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto. Vous avez vu qu'en hors antenne, ça discute à fond. La grande émission Automoto avec GrandAutomobile.fr et la bande AJM et ses experts automoto sont de retour, vous le savez, sur Maxi Martinique tous les vendredis soirs à 18h. On peut s'applaudir bien fort. On peut applaudir Stéphanie Rome. Bonjour. Ouais, Stéphanie. Clara Elmira, on peut l'applaudir bien fort. Claire Boulogne, elle n'a pas arrêté de parler aujourd'hui. Éléonore Théodose, on peut l'applaudir. Jimmy Thomer. Et après avoir reçu M. Misa et donc Mme Racine de la bibliothèque Schœlcher, on retrouve Julien Volchette, qu'on peut applaudir bien fort, à l'origine de GrandAutomobile.fr et spécialiste de la cyberattaque. Il travaille pour Poutine, mais on ne le dit pas. Hein. On plaisante bien sûr. Et bien sûr, on a notre super héros, on peut dire, au féminin. Avocate donc polonaise, Anna Strama, qui est née en 1983. Elle est conseillère juridique, elle est avocate, donc membre de la chambre des conseillers juridiques de Cracovie, on l'a dit tout à l'heure. Diplômée de la faculté de droit et d'administration de l'université Jagiellon, je le dis bien ? Jagiellon. Donc, c'est presque ça. Ouais, bon, voilà. Je suis pas très bon en espagnol. a suivi, et donc elle a suivi donc des cours de droit sur les réfugiés à l'université d'Oslo. Donc c'est une jeune femme qui connaît à peu près tous les pays d'Europe, on va dire, ou presque. Hein, même cet été, elle est allée à Berlin, je crois, elle est allée en Autriche, elle est allée de partout. D'accord. Anna Strama donc, est spécialisée en droit de l'immigration et possède de nombreuses années d'expérience professionnelle dans le domaine des aspects juridiques relatifs au séjour des étrangers en Pologne. Et c'est pas facile. Puisqu'en Pologne, évidemment, il y a une politique qui est un peu particulière. Vous le savez peut-être, le gouvernement n'est pas franchement axé sur l'acceptation de réfugiés sur son sol. Il y a d'ailleurs des problèmes avec l'Europe, hein, puisqu'il y a même eu des sanctions économiques qui ont été visées sur la Pologne, enfin qui ont été données sur la Pologne, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les accords qui avaient été donc, signés par l'ensemble des pays européens. Donc le travail, d'Anna n'est pas simple, puisqu'elle a à la fois d'un côté des réfugiés qui ont besoin de s'installer en Pologne et qui ont besoin donc, de la direction administrative pour pouvoir le faire. Comment faire, avec qui, comment, pourquoi. Donc Anna, pour ça, a une association en Pologne. Mais elle a face à elle aussi un gouvernement qui ne signe pas facilement pour dire j'accepte. Donc il y a un travail, j'ai envie presque de dire humanitaire pour un avocat.
c'est de finalement presque politiquement s'investir pour dire non, il faut accepter ces personnes-là parce que ce sont des réfugiés par rapport à un gouvernement qui serait plutôt contre. Hein, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai bien résumé ? Bah oui, c'est vrai. Bon, en Pologne, la situation était toujours un peu difficile. Avant, il n'y avait pas beaucoup de réfugiés en Pologne. Donc, quand je parlais avec les gens et je dis que je travaille avec le demandeur d'asile ou avec les réfugiés, ils ne savaient même pas à quoi je parle. Et c'est de 2015 que ça a devenu le sujet en Pologne. Mais c'est vrai que notre gouvernement est contre l'immigration en général. Donc, oui, c'est vrai que c'est un travail difficile. Oui, on doit dire ça. Ouais. Alors, si tu es d'accord, je vais passer la parole à Eleanor, qui nous a fait quelques recherches quand même sur... Pour recontextualiser, parce que c'était un sujet qui nous touche. Et je voulais retranscrire un peu l'émotion qui a pu être la nôtre, même si nous, on est d'autant plus éloignés, mais on est quand même l'État français aussi. Et forcément, je pense que ce sont nos voisins, même s'il y a 10 000 kilomètres qui nous séparent. Au préalable, quand même, Eleanor, juste te dire qu'il y a quand même... j'ai l'impression qu'on a, vous savez, un peu comme toutes les informations qu'on reçoit toute la journée, toute l'année, on reçoit l'information, elle est terrible parce qu'il y a une guerre. Et puis au bout de quelques semaines, on a l'impression qu'on s'habitue à ça. Mais non, il y a une guerre, il y a un agresseur, il y a un peuple agresseur et non pas un seul homme, c'est vraiment un peuple. Parce que depuis le temps que la guerre est déclarée, le peuple aurait dû se soulever, aurait dû faire des choses. Rien n'est fait. Ça veut dire que le peuple russe est différent. Ils ont agressé un pays, ils ont envahi un pays, ils tentent de le faire encore aujourd'hui. Et c'est eux les agresseurs, c'est bien eux. Et en plus, ils menacent l'Europe chaque seconde d'une guerre nucléaire. Donc on peut dire qu'il faut vraiment, j'espère, que les pays européens s'unissent pour arrêter ce massacre qui est prodigué par Poutine, qui est non seulement un tyran, mais en plus un escroc. Puisque l'argent qu'il a aujourd'hui, c'est l'argent de son peuple. D'accord ? Donc voilà, donc ça suffit maintenant, il faut le dire, quoi, hein. Une fois qu'on l'a dit, maintenant on peut discuter. Allons-y. Surtout que nous, notre génération, hein, je regarde les films et même les générations de dessus, on a grandi biberonné à l'Europe, aux relations internationales, au programme Erasmus que j'ai personnellement suivi et aux amitiés et amours transfrontaliers dont vous pouvez témoigner directement. Que la guerre, la vraie guerre, pour nous, était un mauvais souvenir. Et pourtant, depuis cette nuit du 23 février, la guerre a touché le peuple ukrainien, nos voisins européens de plein fouet. Alors Poutine, fini l'époque où ce mot, pour moi, évoquait quelque chose d'hyper gourmand. Parce que quand je pensais à Poutine, je pensais à une sauce brune, du fromage, des frites. Bon, c'est une blague, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, à quelque part. Eh ben non, je fermais les yeux, on entendait l'accent québécois, on éclipsait le risque russe. Naïfs et rêveurs que nous sommes. Un ami m'a un jour dit, on ne réalise une brûlure que lorsqu'elle s'approche de notre peau. Et c'est tout à fait ça. Quand il y a un conflit et qu'il est loin, on se dit c'est pas si grave. Et puis là... on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est forcément soit allé en Pologne ou qui est polonais ou qui a un ami qui a été touché par cette guerre. Il aura fallu de cette nuit pour que tout bascule à nos frontières européennes. Volonté d'une puissance mondiale russe de redevenir un empire au détriment d'autres pays, puisqu'il n'y a pas que la Pologne qui a été menacée et là justement attaquée, il y a la Géorgie et la Biélorussie. Vous pouvez peut-être compléter par rapport à ça, hein. C'est pas la Crimée, première fois. Il ne faut pas oublier la Crimée quand même, le Donbass en ce moment, parce que dans les 72 heures qui arrivent, il va y avoir des problèmes au Donbass aussi. Alors derrière une crise humanitaire et matérielle d'une telle ampleur, nous pourrions facilement céder au pessimisme, puisqu'on entend à longueur de journée les mots du champ sémantique de la guerre qui nous inonde. Offensive, résistance, bombardement, frappe, colonne de chars, combat de rue, couvre-feu et réfugiés. Ça, c'est votre mot-clé. Mais face à cette colère, dans toute cette réalité complexe, naît souvent des cendres une nouvelle forme d'espoir. D'ailleurs, je vais citer le philosophe Joseph Schumpeter que j'ai étudié il y a très longtemps et dont j'ai gardé un très beau souvenir sur la destruction créatrice. De cette catastrophe naissent des initiatives humaines incroyables telles que la vôtre, prouvant que face aux actes de violence, la solidarité et l'empathie subsistent. Des voix comme celle d'Anna. Alors, merci Anna. Je suis très fière de vous recevoir avec toute l'équipe et j'espère que vous allez pouvoir nous éclairer sur votre travail au quotidien.
peut applaudir Anna parce que son travail est vraiment compliqué, c'est vraiment pas facile. Hein, vraiment. Alors, pour l'histoire, vous pourrez aussi venir compléter ce que je vais dire. L'Ukraine ainsi que la Pologne ne sont pas forcément très amis, puisqu'ils ont des points communs, ils ont des réalités semblables, des évolutions similaires par rapport à la guerre mondiale, par rapport aussi à des lois qui ont été votées, où, si j'ai bien compris, la Pologne accuse l'Ukraine de ne pas reconnaître certains crimes et certains génocides qui ont été perpétrés il y a de cela 60 ans. Donc on imagine un peu l'ambiance très dure entre ces deux pays. Et malgré ça, eh bien... solidarité immédiate. Immédiate. Pour donner des chiffres, c'est à peu près 6 réfugiés sur 10 qui ont été pris par la Pologne sous son aile. Donc c'est plus de la moitié des réfugiés qui ont fui le pays. C'est vraiment énorme. Comment vous expliquez cette solidarité ? Alors avant la réponse, si tu es d'accord Léonore, juste avant la réponse, 6 millions d'immigrés, 2,5 millions d'immigrés pris par la Pologne. C'est énorme. Imaginez la France prendre 2,5 millions d'immigrés là subitement. On en a pris 150 000. Ce ne sont pas des chiffres de Jean-Marc, hein, ce sont des chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies. Bien sûr. Donc c'est pas la police ou... On a fait notre job de journaliste, toi et moi. Voilà. Anna, la réponse. Oui, bon, c'est vrai qu'il y avait le chose dans notre histoire qui peut-être ne nous fait pas des amis, mais c'est vrai que la réponse de gens de Pologne, c'était vraiment incroyable parce que pendant les premiers jours, donc tout ça a commencé le 24. Donc dans notre organisation, les premiers 2 ou 3 ou 4 jours, on a reçu les volontaires et les gens de Pologne qui voulaient aider. Donc il n'y avait pas encore des Ukrainiens qui est venu parce qu'ils étaient en train de venir. Ils étaient encore dans la frontière entre l'Ukraine et Pologne. Donc, on avait juste les gens de Pologne qui voulaient accueillir les Ukrainiens. Et c'est vrai que maintenant, à Cracovie, je crois que chaque personne, chaque famille accueille chez soi une famille d'Ukraine. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose d'incroyable. Et aussi pour nous, c'est important parce que ça nous donne de force pour travailler aussi. Parce que, comme j'ai déjà dit avant, le gouvernement polonais, c'était pas positif, on peut dire. La situation dans la frontière avec la Biélorussie, c'est toujours très différent et très difficile. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est pas que le genre polonais, parce que c'est aussi le genre de tout le monde. On avait, par exemple, un monsieur, toute cette histoire, ça touche un peu le cœur. On avait un monsieur qui est venu de France. C'était un monsieur déjà en retraite. Et il est venu avec son grand-père. Il se posait devant le centre de réception pour les réfugiés et il a commencé à les aider. Tu as dit aussi que maintenant on est à Martinique, donc c'est très loin en sens géographique. Mais juste aujourd'hui, on a rencontré deux femmes d'Ukraine qui ont fait une collection de données, des aides humanitaires, et on envoie ça vers l'Ukraine. Donc, vous les avez rencontrés en Martinique, ici? Oui, ici. Il y a quoi, il y a 2 heures? Il y a 3 heures, je crois, qu'on a rencontré... Une collecte de dons au rond-point, Oui, à Leclerc, en fait. Hein, voilà, au magasin Leclerc, on peut le dire, parce que c'était là. Hein, donc, voilà. Ouais, donc, c'est la solidarité de tout le monde contre un dictateur fou. Ouais. Oui, sachant que dans votre histoire, la Russie, que ça soit en Ukraine ou avec la Pologne, il y a eu, a été impacté par des conflits, par la barbarie, hein, il faut utiliser ce mot. Donc finalement, entre les deux pays, c'est aussi une manière de dire, inconsciente ou consciente, ça dépend du gouvernement ou des ONG, mais de dire, vous voyez, on est là pour vous. Nous, on sait ce qui se passe, on sait ce que c'est. Et j'ai envie de dire peut-être que vous êtes les mieux placés pour comprendre, puisque vous êtes géographiquement plus proche et que vous avez ces liens, des fois de conflit et de rapprochement, non? Oui, puis il y a une frontière avec la Russie, puis il y a une frontière avec la Biélorussie, donc c'est quand même c'est chaud hein, quand même là. Hein. Oui, aussi, parce qu'avant la guerre en Ukraine, on a accueilli le réfugié qui vient de Biélorussie, et avant aussi le réfugié qui sont venus de Tchétchénie. Donc c'était la même histoire que maintenant en Ukraine. Je crois qu'on oublie ça maintenant souvent, mais c'était la même histoire, c'était la même guerre sans... comment on peut dire il y a aussi la loi de la guerre, oui, que la Russie, elle
elles ne respectent pas. Oui, on ne respecte pas, oui, parce qu'ils attaquent les enfants, les hôpitaux. Oui, donc le droit international est complètement bafoué. Ils n'ont pas les mêmes valeurs en fait qu'on peut avoir. Dans nos armées européennes, on est tout aussi. Une bombe, c'est une bombe, hein, je veux dire, quoi qu'il arrive. On a vu dans les conflits précédents, dans d'autres régions du monde, que ce soit les Américains ou les Européens, on fait aussi des erreurs de frappe, etc. Mais là, il y a vraiment une volonté de destruction totale des villes sans tenir compte des civils, etc. Franchement, là, on est dans la barbarie totale. Hein. On est revenu au temps des Vikings, des invasions vikings, hein, où on tuait tout le monde, les femmes, les enfants, tout le monde était mort. Voilà, donc ça, c'est leur façon de voir. Moi, je voulais reparler de ton association elle-même, parce que là, moi, je l'ai vue. J'y suis allé, je l'ai vu. Ils ont pris un bâtiment juste pas loin de là où habite Anna. Et il y a l'association qui est là et il y a des queues énormes de gens qui sont là, qui attendent pour pouvoir avoir des papiers, etc. Quel est ton rôle véritable à ce niveau-là ? Quelle est ton action auprès du gouvernement pour que justement ces Ukrainiens puissent s'installer en Pologne ? Oui, bon, moi, comme avocate, toujours, je travaillais devant l'ordinateur. Oui, c'est ça, parce qu'on regarde le film américain où l'avocate, c'est quelqu'un qui vient dans le tribunal, elle dit quelque chose, bon, tout va bien, mais... Fait son plaidoyer. Oui, la vie normale d'avocate, c'est de s'asseoir devant l'ordinateur et travailler méticuleusement avec le dossier, avec le document. Bon, c'était toujours ça avec moi, donc je devais étudier de lois polonaises, européennes, internationales et de conseiller les gens. Donc c'était surtout ça. Mais quand la guerre ça a commencé, donc on a commencé à faire tout parce qu'on a ouvert le centre où on donne le vêtement gratuit. Par exemple, on a fait le magasin avec des vêtements gratuits. Parce que oui, on donne donc ça c'est l'association, hein, oui, ton association qui offre les vêtements, l'alimentation parfois. Oui, c'est ça, voilà. L'alimentation, le médicament, donc on fait tout ça et aussi maintenant on a beaucoup plus des avocats qui ont venu chez nous pour travailler pro bono, donc gratuitement aussi pour les réfugiés ukrainiens. Et oui, quand je dis on a fait ce magasin par exemple parce que pour nous c'est aussi très important la dignité de gens qui viennent chez nous parce que pour eux c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment pas facile d'être dans cette situation où tu dois demander, je sais pas, du pain, de l'eau, oui, parce que tu n'as rien. Ça peut nous arriver demain. Hein. Oui, tu as fui et tu as rien avec toi, donc c'est vraiment pas facile. Donc on veut vraiment faire ça dans la manière qui respecte aussi la dignité des gens. Oui, de gens qui viennent chez nous. Ouais. Alors, vous êtes avocate et donc juriste de formation. Vous avez suivi des études de droit. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous êtes embarqué dans cette aventure des droits des immigrés, de défendre son prochain ? Vous auriez pu faire du droit des sociétés, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc, mon histoire, c'est comme je commençais les études de droit. Donc, très tôt, je savais déjà une chose. Je ne veux jamais être une avocate. Ah, d'accord. Oui, mais après, j'étais dans l'association des étudiants qui donne aide gratuitement aux gens qui ont besoin. Donc, c'est là où je commençais à travailler avec le demandeur d'asile. Et j'ai trouvé ma place. Je ne peux pas vraiment l'expliquer ça. C'est la vie qui a amené cette opportunité et vous l'avez saisie. Oui, c'est vrai, c'est plutôt ça qui m'a choisi et pas moi qui a choisi mon travail. Et ça a transformé quelque chose chez vous ? Vous avez évolué forcément, mais quelle qualité ça a développé ? Qu'est-ce que vous avez appris à travers cette expérience ? Bon, ça vous transforme beaucoup parce qu'on a juste parlé de ça, parce que bon, je pense de temps en temps que j'ai vécu des choses, que j'ai vu des choses et que j'ai entendu des choses qui m'ont changé vraiment. Et je ne peux pas les oublier, je ne peux pas les évacuer. Devoir, je ne sais pas comment dire. Oui, donc, par exemple, quand aujourd'hui je suis ici, j'ai vraiment apprécié parce que c'est vraiment... bon, je pense souvent qu'on est vraiment heureux, on est en sécurité, on a... Ça met les choses en perspective. Oui, en fait. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on doit vraiment apprécier ça, ce qu'on a, et le petit chose qu'on a dans la vie, qu'on pense que c'est évident qu'on a ça. Mais et un jour, ça peut disparaître. Oui, c'est ça. Justement, la question que je vais te poser, c'est de savoir, est-ce que la Pologne a peur ? Est-ce que la Pologne a peur de Poutine aujourd'hui ? Je crois que pendant les premières semaines de la guerre, c'était ça. Donc, les gens avaient peur.
On ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. On se préparait nous-mêmes. Si on doit fuir, qu'est-ce qu'on prend avec nous, tout ça. Mais maintenant, je crois que non. Maintenant, la situation a changé. On pense qu'avec la force d'Ukraine, parce qu'ils ont montré une force incroyable. Une force de résilience, effectivement. On doit dire aussi qu'ils défendent nous aussi. Hein. On doit être vraiment gratuit parce que c'est leur vie pour nous. Donc, quand on voit quand ils se battent pour leur pays, mais aussi pour nous, je crois qu'on voit que la Russie peut pas gagner finalement à la sortie, à la fin. À la toute fin. On est arrivé au bout de notre émission. C'est bien trop rapide cette histoire. C'est bien trop rapide. Malheureusement, on pourrait poser des questions encore pendant bien sûr 1 heure voire 2 heures. Ta vie est en Pologne, tes parents sont en Pologne, ta famille entière est en Pologne. Comment eux ils voient ton action de tous les jours? Est-ce qu'ils te, par quelles lunettes ils te regardent et qu'est-ce qu'ils disent de ton travail? C'est un peu difficile avec nos familles. Tous les gens qui travaillent avec moi, maintenant c'est un peu difficile avec nos familles parce qu'on n'est pas à la maison, on n'est pas présent parce qu'on travaille tout le temps. Et je peux juste dire une petite histoire parce qu'un jour, c'était tard, on était très fatigués tous. Donc, là, tu étais dans ton bureau dans l'association? Oui, dans notre bureau, oui. Voilà. Donc, notre collègue, il est venu très vite dans la chambre. Il s'arrêtait et il a dit « Je dois sauver ». Donc, on était « Qu'est-ce qui s'est passé? On doit faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ?» Et il a dit « Je dois sauver ma famille ». Voilà. Et il est sorti en courant. Oui, donc, c'est des histoires comme ça, un petit peu particulières. J'ai une dernière petite question. Mais vraiment une dernière. Hein. Non, mais je félicite ton aptitude à parler français. Bravo. Parce que si je parlais aussi bien allemand et anglais, ça serait génial. Déjà, on serait trilingue dans l'émission. Mais bravo. Et comment tu fais pour communiquer avec les réfugiés? Parce qu'ils ne parlent pas forcément le polonais. Tu connais la langue ukrainienne? Tu parles anglais avec eux? Ou même les autres réfugiés? Je parle de l'Ukraine. Bon, je parle russe. Parce qu'avant, je parlais avec le réfugié tchétchène, donc il parle russe. Facile, le russe. C'est tellement simple. Easy. Mais maintenant c'est pas vraiment facile parce qu'il y a aussi des gens et ils vont pas parler russe. Il y a des gens comme ça aussi. Donc, mais finalement, la communication, c'est plus important que la politique. Donc, on parle russe. Mais aussi, la polonais et l'ukrainien, ils ont un peu pareil. Des similarités? Oui, donc c'est facile pour eux d'apprendre le polonais. Et aussi, maintenant, nous apprenons l'ukrainien aussi. Donc, si je peux, je veux aussi vous apprendre quelque chose en Ukraine. Ah bah oui. Parce que maintenant, on dit « Slava Ukrainie ». Et ça veut dire force pour l'Ukraine. Oui, vive l'Ukraine. Slava Ukrainie. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Je vous demande d'applaudir le plus fort possible Anna Strama. Merci. Conseillère juridique, avocate, membre de la Chambre des conseillers juridiques de Cracovie. Merci d'être venu nous voir, ça nous a vraiment fait plaisir. Julien, on a un éclairage un peu nouveau sur ce conflit. Et sur la qualité d'intervention de la Pologne, même si on peut aussi regretter qu'en Pologne, les femmes sont un peu mises de côté. L'avortement n'est plus possible. Enfin, il y a plein de choses quand même qu'on pourrait critiquer, qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Mais bon, c'est un pays qu'on aime quand même parce qu'il est quand même très européen, il est très proche de nous. Et pour connaître Cracovie, c'est vraiment super. C'est très très beau. Ouais. Mesdames et messieurs, on applaudit encore si vous êtes d'accord. Anna Strama, Julien Volchev qui est venu nous voir tout à l'heure. Merci à lui. Merci à Jimmy Tomer. On commence par les mecs pour une fois, pour changer un peu. Allez, pour une fois. Merci à Jimmy Tomer. On peut l'applaudir encore si vous êtes d'accord. Merci à Clara Elmira. Merci à Stéphanie Rome. Merci à Claire Boulogne. Et merci à Éléonore Théodos qui nous a fait un super boulot encore. Merci à Jean-Marc, évidemment. Merci à vous. Avec plaisir. Ça nous a vraiment fait plaisir de vous avoir. Vous pouvez rester assis. C'est pas fini l'émission, Claire. C'est pas fini encore. Tu es obligé de t'en aller, c'est ça? Bon, d'accord. Bon, elle s'en va. Alors, c'était la grande émission Automoto avec GrandAutomobile.fr, la bande AJM, les experts automoto, donc sur Maxime Martinique. Cette émission est également filmée, je vous le rappelle, et rediffusée sur GrandAutomobile.fr. C'est important, on peut l'avoir en streaming. Merci à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine, au Mangle, voiture partenaire dans l'émission. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit dans franchement, c'est merveilleux, non? Ouais. Bravo encore à Clara pour son anniversaire. Merci. Et oui. Elle est en train de se doucher au champagne.
champagne là. Oui, voilà. Clara, rhabille-toi s'il te plaît, t'as de la mousse dans les modération toujours. Et là, plus 10 000 vues. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane d'ailleurs. Merci à Speedy, vos 6 centres de réparation automobile. Elle vient de fêter ses 73 ans. On le dirait pas quand même. C'est génial. Champagne, c'est la cure de jouvence. Exactement. Merci à notre fil rouge, donc Julien Boltiat, dans la vue, ingénieur en informatique et spécialisé dans la cybersécurité. Merci à Anna Strama, avocate polonaise, et son formidable travail pour secourir les Ukrainiennes et les Ukrainiens, victimes de la tyrannie russe, on peut le dire. Merci à monsieur Claude Misa, directeur de la bibliothèque Schœlcher, monument historique cette bibliothèque, monument de la littérature locale et internationale. Merci à Miranda Racine, sa responsable de la section jeunesse. On se retrouve la semaine prochaine, ça vous dit? Oui, avec grand plaisir, Jean-Marc. Avec plaisir. Vendredi prochain. Clara, on est content. On a pleuré la semaine dernière. Tu sais qu'on a pleuré, surtout Léonore. Oui, j'imagine, vous m'avez manqué aussi. Franchement, voilà. Bon, après, on sait que c'était pour la bonne cause. Comment ça s'est passé alors? C'était bien? Super. Vraiment top. Beau spectacle. Oui. Bon, très bien. On est content. On t'a vu sur TF1. Évidemment. Bon. Ça y est, c'est parti. Merci encore. Merci aux auditeurs. Merci aux téléspectateurs. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Bye.